merci d'abord aux organisatrices à l'initiative de ces conférences. Je pense que c'est très important. L'information, on va en parler beaucoup ce soir, l'information sur la radioactivité, CIGEO, etc., c'est un sujet fondamental, je crois, et où malheureusement les mensonges, la désinformation est énorme. C'est ce que je voudrais vous faire comprendre un petit peu, c'est en quoi il ne faut pas, je dirais, croire tout ce que dit Simon. Je crois que ça me persuadé, mais jusqu'où ils sont capables de dire des choses qui sont fausses. C'est ça qui est intéressant pour soi. Alors évidemment, remercier aussi les locaux qui ont organisé ça, sans qui rien n'est possible. Hein. Nous, on sait bien la CURAB, sans avoir des relais locaux pour trouver une salle, l'organisation, etc. C'est pas possible. Donc merci aux locaux ici de Verdun qui ont permis d'avoir cette salle qui est très sympa, qui est bien, qui est chaude. Et puis, donc merci à vous d'être venus, évidemment, pour cette soirée sur la radioactivité. Alors, Juliette m'avait dit au téléphone, quand elle montait la série, elle m'a dit écoute, j'aimerais que tu me dessines la radioactivité. Alors, évidemment, j'ai dit que c'était une blague. On ne dessine pas la radioactivité, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas d'odeur, etc., etc. Vous le savez, ça. Mais après, je me suis pris au jeu, je me dis, mais effectivement, il y a peut-être des choses à dire là-dessus. C'est pour ça que j'ai fait un petit montage et je vais faire une présentation qui durera un peu moins d'1 heure, mais qui laisse la place aux questions. Si vous avez en cours de route des choses qui vous paraissent vraiment importantes à demander tout de suite, n'hésitez pas à le faire, de peur de l'oublier après. Voilà, alors moi je suis donc venu de la Drôme. Daniel qui m'accompagne là et qui tient le stand là-bas, et je vous invite à aller rencontrer après, qui vient de l'Alsace, elle. Donc on fait partie de la CURAD. Je pense que la plupart vous connaissez la CURAD, Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Voilà, alors moi en tant qu'ancien enseignant de physique, je me suis pris au jeu d'expliquer la radioactivité, non pas à des enfants, mais à des adultes, et sans faire un cours de physique. Bon. C'est difficile, mais je pense que c'est possible en tout cas. Alors, je voudrais commencer par un petit rappel historique. Ça va ? Vous voyez bien là ? C'est pas la peine. Faire un petit rappel historique. Parce que la radioactivité, elle existe depuis toujours, mais on ne savait pas qu'elle était là. On l'a découvert de manière complètement au hasard. Et c'est un monsieur, Henri Becquerel, qui était physicien à Paris et qui faisait des manips avec en particulier des cailloux qu'il récupérait dans la nature. Et puis, vous savez, à l'époque, on utilisait des plaques photos, c'était des plaques de verre sur lesquelles on mettait de la gélatine et des sels d'argent pour faire de la photo. Et il avait rangé dans le noir d'un placard ces plaques photos. Sauf qu'il n'avait pas fait gaffe, c'est qu'à côté il y avait un caillou. Et quand il a voulu utiliser ces plaques photos, elles étaient toutes noires. Il a dit tiens, ça n'a pas bien marché, les bains, la chimie qu'on fait après. Et il a eu l'idée, et ça c'est intéressant, c'est de refaire l'expérience en disant je vais remettre des plaques neuves à côté du caillou. Et rebelote. Le lendemain, les plaques photos, à nouveau, quand il les a révélées, elles étaient noires. C'est là qu'il s'est dit, il sort quelque chose du caillou. Ah, mais ça ne se voit pas, ça ne se sent pas. Il y a quelque chose qui émane de ce caillou. C'est là que est venu le mot radioactivité. Radio, ça vient de radieux. Quelque chose qui est radieux, à l'époque, les personnages, je veux dire encore, dans les églises, vous savez, c'est les gens qui ont une aura autour. Il émane quelque chose de ces personnages. Et là, donc, l'idée, c'est qu'il y a une activité radieuse autour de ce caillou. C'est de là qu'est venu le mot radioactivité. Mais à l'époque, on ne sait pas ce que c'est que ces cailloux. On ne sait même pas dans ce caillou qu'est-ce qui peut bien fabriquer ces radiations, ces rayonnements. Et c'est Marie Curie qui va à la première, un peu de temps après, hein, Becquerel 1897, c'est tout jeune ça fait 120 ans. Oui, c'est pas grand-chose. Marie Curie, quelques années après, qui est une chimiste,
va extraire de ce caillou l'élément qui émet ces radiations. C'est le radium-226. On va donner le radium, radieux, donc radioactivité, vous voyez, ça vient, c'est dans la logique. Et ce radium-226, elle l'extrait, pour ça elle a un prix Nobel. Elle va continuer à extraire dans ce caillou, elle trouve d'autres éléments qui émettent. C'est le polonium qu'elle va donc extraire quelques années plus tard. On lui a donné ce nom, elle lui a donné ce nom parce qu'il était d'origine polonaise, hein, Marie Curie. Et elle, c'est de la chimie. Mais tout de suite, et c'est là que l'histoire commence, proprement dit, de la radioactivité, on va attribuer à cette radioactivité, à ces radiations, ces rayonnements, on va lui attribuer des vertus bénéfiques. La preuve, c'est que voilà, des objets de l'époque, disons, du début du XXe siècle, c'est-à-dire des années 1910, 1920. Prendre de la radioactivité, c'est absorber de la vie. Pas que l'eau de la cuillère. Et si vous avez l'occasion d'aller au musée Curie à Paris, vous trouverez plein de pancartes, comme ça, d'affichettes, de publicités, dans lesquelles on vante la radioactivité. Ça, c'est authentique. C'était la réclame qu'on accrochait à la porte du magasin. Alors le magasin, en fait, c'était une pharmacie, parce que c'était les pharmaciens qui s'étaient lancés sur la commercialisation de tous les produits à base de radium. Et on vantait les effets bénéfiques. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de ce fabricant-là pour mettre de la radioactivité dans les sous-vêtements. Honnêtement, je ne sais pas. Là, on a fabriqué beaucoup de poudre de beauté, hein, radioactive. Là où il y a encore, c'est encore plus fort, c'est qu'on voit que cette poudre est à base de radium et thorium, selon la formule du docteur Alfred Curie. Alors, est-ce que vous connaissez une école Alfred Curie? Je ne sais pas, est-ce que vous avez entendu parler d'Alfred Curie? Non. Pierre Curie, le mari de Marie Curie, oui, mais pas Alfred. Et en cherchant, il n'y a pas d'Alfred dans la famille. Donc, ce fabricant, M. Moussali, docteur en pharmacie, en fait, a utilisé le nom de Curie, qui était évidemment plein de rares, hein, combien d'écoles en France s'appellent Curie, les rues, etc. Donc, il a utilisé ce nom-là d'un personnage qui n'existe pas, mais parce que... Donc, on est allé très loin dans l'arnaque, c'est-à-dire à tromper les gens, jusqu'à leur faire croire que c'était quelqu'un de la famille Curie qui avait préparé cette poudre. Tout ça, ça a duré jusque dans les années 1920, 30, c'était la grande folie du radium. Mais ça a continué beaucoup plus tard, parce que après, on a encore fait ça jusqu'après la guerre de 45, et pas seulement, oui, ça dure. On a inventé les sources d'eau radioactives jusque dans les années 50 chez nous. Aujourd'hui encore, si vous allez dans une station thermale en Autriche qui s'appelle Bad Gadenstein, on va vous vanter la radioactivité comme étant bonne pour la santé. On va vous proposer d'aller sniffer du radon dans des tunnels souterrains, comme si c'était bon pour la santé, pour les rhumatismes, pour je ne sais pas quoi. En Pologne aussi, vous avez des sources d'eau thermale qui sont vantées pour leur radioactivité. Donc, c'est pas fini ça. Et je terminerai tout à l'heure en vous montrant que même dans les sommités, bon ça c'est du business, hein, dans les sommités scientifiques françaises, on en est encore à des niveaux où on voudrait faire croire aux gens que la radioactivité, au final, c'est pas si mauvais que ça. Voilà. Alors, on va rentrer un petit peu dans la science. Souvent, on mélange des mots atomiques et nucléaires. Atomique, c'est les atomes, on est tous faits d'atomes, et tout le monde connaît les atomes. Sur le principe, c'est des électrons autour et un noyau. Bon. Les électrons, c'est le domaine de la chimie.
Quand vous avez des réactions chimiques, c'est une histoire d'électrons, échanges, mise en commun, etc. Et puis il y a le noyau. Et le noyau, lui, qui est beaucoup plus petit que l'atome lui-même, qui lui-même est déjà invisible, l'atome, tellement c'est petit, puisque le diamètre c'est de l'ordre de 1 millionième de mètre, vous voyez, c'est 1 millionième. Hein. Et le noyau est beaucoup plus petit, puisque si l'on imaginait rassembler tous les noyaux de tous les atomes de la planète, ça aurait à peu près ce volume-là. Mais ça aurait une masse qui correspondrait en gros à la masse de la planète, parce que pratiquement toute la masse de l'atome se trouve dans le noyau, à 99,9% dans le noyau. Donc, quand on s'intéresse au noyau, et c'est le nucléaire, pourquoi? Parce que les composants du noyau s'appellent les nucléons. Et ces nucléons, il y en a 200 protons de tout. Quand on va s'intéresser au nucléaire, on oublie les électrons qui sont autour, ils n'ont plus aucun rôle, et on ne s'intéresse qu'à ce qui se passe dans le noyau. Et c'est pour ça qu'on a été obligé de faire une physique particulière, qu'on appelle la physique nucléaire, donc la physique des nucléons, qui correspond à des lois qui sont des lois nouvelles, qui ne correspondent pas aux lois habituelles de la physique. C'est ce à quoi ont travaillé beaucoup de scientifiques depuis la découverte de la radioactivité, et qui ont dit, ben voilà, ça vient du noyau. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y ait dans le noyau qui peut être radioactif? Eh bien, on va prendre l'exemple. Donc, je ne dessine les atomes maintenant que par leur noyau. Hein, je vous dis les électrons. On va prendre l'exemple d'un atome de carbone 14. Et le noyau de l'atome, il est constitué de 6 protons et 8 neutrons. Vous voyez, cet atome-là, eh bien, cet atome, vous le savez, il est radioactif. Alors, comment vous savez qu'il est radioactif? Parce qu'il est instable. Vous savez que c'est avec ça qu'on date les ossements, les trucs préhistoriques, etc. Ça veut dire qu'au fil du temps, il va disparaître. Ah bon? Et comment il va disparaître? Eh bien, il va se passer un événement à l'intérieur de ce noyau, c'est qu'un neutron devient proton, donc change, et du coup, on change de case dans le tableau de Mendeleïev, le fameux grand tableau dont on reviendra tout à l'heure, ce qui fait que le nombre de protons a augmenté de 1. Du coup, on n'est plus dans la même case, et du coup, ça s'appelle de l'azote. Le carbone devient de l'azote. Ça s'appelle une transmutation. On change de case dans le tableau. La nature chimique complète change. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'opération? Pour qu'un neutron devienne proton, il a fallu qu'il y ait éjection d'un électron. Pourquoi? Parce que, là, on va rentrer un peu dans le détail, c'est qu'un neutron, ça peut donner un proton, mais du coup, il y a un électron qui est en trop, et cet électron n'a rien à faire dans le noyau. Donc, il est éjecté. C'est ce qu'on va appeler le rayonnement bêta. On appelle ça une désintégration. Alors, désintégrer, ça ne veut pas dire que ça disparaît. Ça veut dire que le vrai mot qu'on devrait utiliser, c'est une transmutation. Donc, et ça se fait tout seul. On va dire pourquoi ça se fait tout seul. Parce que le noyau tel qu'il est là, le noyau de carbone 14, il n'est pas bien, comme on dira dans le langage courant. En fait, du point de vue de la physique, il contient une énergie qui est dedans, qui est énorme. Or, vous savez que la nature va toujours vers les niveaux de basse énergie, spontanément, naturellement. Du coup, si le noyau a la possibilité de libérer cette énergie, eh bien, il va le faire. Comment libérer cette énergie? En catapultant un électron à l'extérieur. Cet électron émis avec une très grande vitesse va emporter l'énergie qui était dans le noyau. Dit comment il a de l'énergie, un électron? C'est un grain de matière qui se déplace à une vitesse colossale. C'est des milliers de kilomètres par seconde. Ça veut dire que ça va très très vite, c'est l'équivalent d'une balle de fusil. D'accord? Eh bien, ça a une énergie, et une balle de fusil, vous savez qu'à une certaine distance, ça va rencontrer des obstacles, puis vraiment ça va s'arrêter. C'est ce qui va se passer pour ce rayonnement bêta. Quand il y a eu ce déséquilibre qui était de trop de neutrons, un neutron devient proton, on obtient de l'azote, les choses s'arrêtent là. Mais il y a des cas assez fréquents
où les choses ne s'arrêtent pas là. Et je prends un exemple d'un radioélément qui, lui, n'est pas naturel, c'est le césium-137, qui est très présent dans les déchets radioactifs, en particulier ceux qui viennent à Soulaine. C'est un déchet de vie relativement court, il a une demi-vie de 30 ans, alors que le carbone 14 a une demi-vie de 5600 ans. La demi-vie, c'est le temps pour lequel la moitié des atomes vont se désintégrer, se transmuter. Eh bien, là, il y a bien un neutron qui devient proton, émission d'un rayonnement bêta, mais il reste encore un peu d'énergie dans le noyau, qui fait qu'il va y avoir émission d'un rayonnement, cette fois, de l'énergie sous forme gamma. On dira que c'est une désintégration bêta-gamma. Et ça donne du baryum, c'est-à-dire qu'il y a toujours un élément chimique va se transformer en un autre élément chimique. Alors, le gamma, le rayonnement gamma, il faut savoir que ça fait partie des rayonnements électromagnétiques. C'est une grande, grande famille qui va des ondes radio jusqu'à aller au radar, etc., aux infrarouges, au téléphone, portable, la lumière visible, elle est là. Puis les rayonnements ultraviolets, les rayonnements X et les rayonnements gamma. Vous voyez que si on compare les ondes radio, la lumière et les rayonnements gamma, on n'est pas du tout dans le même domaine d'énergie. Alors les rayonnements, on peut les classer suivant trois critères, la longueur d'onde, la fréquence ou l'énergie. Pour la radio, on connaît les grandes ondes, les longueurs d'onde, les fréquences, etc. Pour la radio, on ne parle pas en énergie. Par contre, pour ces rayonnements gamma qui sont de très haute énergie, eh bien, eux, on va raisonner en énergie. Parce qu'on est dans ces zones-là où on a des niveaux d'énergie qui sont de l'ordre de 1 million de fois supérieurs à la lumière. Et pour passer de là, attention, ce n'est pas des échelles linéaires. Donc, pour passer de cette énergie du Soleil, le Soleil, déjà, ça chauffe, ça fait de l'énergie, on sait bien, on peut faire de l'électricité avec, etc. Quand on est là, on est à des niveaux d'énergie qui sont 1 million ou plus supérieurs en énergie à la lumière. Donc on sait très bien que ça ne sera pas les mêmes effets pour notre corps, par exemple. Alors souvent, vous savez, parmi les mensonges qu'on fait dans le nucléaire, c'est, on vous dit que la radioactivité, c'est comme aller passer une après-midi sur la plage. Quand on sera une après-midi sur la plage, on se fait irradier, soi-disant. On peut bronzer, on se chauffe, mais on ne se fait pas irradier au sens physique du terme. Parce que le rayonnement de la lumière, c'est cette énergie-là. Or, quand on se fait irradier par des déchets radioactifs ou des trains radioactifs, etc., c'est ça le rayonnement qu'on va recevoir. C'est pas le même. Ça n'a rien à voir. Au scanner, c'est quoi? Pardon? Au scanner, c'est quoi? Scanner, c'est des X. Les scanners, ça fait partie déjà des rayonnements de haute énergie. Mais c'est une énergie qui est nettement plus faible que le diamant. Tout ce qui est radiographie X, donc médecine, c'est là. Par contre, quand on va faire de la médecine nucléaire, ça c'est pour faire du diagnostic. Quand on va faire de la médecine nucléaire et qu'on veut tuer des cellules cancéreuses, alors là, on pousse l'énergie jusqu'à utiliser soit des sources radioactives, soit des X, mais de très haute énergie, qui sont tout à fait particuliers, qui n'ont rien à voir avec les X normaux de la radiographie. Alors, ça c'est vrai, ce que je viens de dire, pour pratiquement tous les atomes les plus légers qu'on connaît, l'hydrogène, le carbone, le fer, le cuivre, le cobalt, etc., etc. Mais à mesure que la masse atomique, et là je reviendrai après, ça vous rappelle des souvenirs, ça, ce tableau de Mendeleïev, qui a été où ce chimiste a classé les atomes du plus léger au plus lourd, en suivant des lignes, etc., du plus léger au plus lourd. Alors vous trouvez tous les symboles de ce que vous connaissez. Et tout ce que je viens de dire, soit les atomes sont stables, c'est ceux qui sont là, le carbone normal, le carbone normal, il est là, c'est 6,12, l'azote normal, etc., il est là. Eux ne sont pas radioactifs. Aucun n'est radioactif. Dans la nature. Aucun n'est radioactif. Sauf quand on va arriver à un endroit, ici, le plomb.
numéro 82 dans le tableau, hein, quand même, il y en a 80. Hein. Parce que vous voyez, il y a une petite ligne là qui s'insère dans cet endroit-là qu'on appelle les lanthanides. Hein. Alors, quand on arrive là, quel est le nombre de nucléons du plomb? Là, il y en a plus de 200 nucléons là-dedans. 200 nucléons. Vous imaginez l'espace réduit d'un noyau. Volume très petit. Faire tenir les uns contre les autres, quasiment, tous ces nucléons, c'est pas possible. On n'y arrive pas. Alors, pour ces cas-là, la seule possibilité, c'est de maigrir. Vu carbone 14 donne azote 14. On ne maigrit pas. Le noyau est toujours le même nombre de nucléons. Pour eux, par exemple, l'uranium qui se trouve en bas, là, dans le tableau, il a 238 nucléons. 92 protons et 146. Ça fait beaucoup de monde. Dans un espace, il faut bien l'imaginer, qui est minuscule. Là, ça ne peut pas tenir. Il y a besoin, pour retrouver la stabilité, que des nucléons s'en aillent. Pas des électrons, là c'est des nucléons. Et c'est possible que des nucléons sortent du noyau, s'ils se prennent par la main, 2 par 2, enfin, 4 en tout, 2 protons, 2 neutrons, et ils sortent en même temps du noyau. En fait, ils sont éjectés du noyau. Alors aussi une grande vitesse. Et là, eux, ils ont le droit de sortir. Sauf que là, on a diminué de 4 nucléons, donc de 238 à 234. On s'est déplacé de 2 cases dans le tableau, donc on a changé de nom. Hein, l'uranium, on est passé au thorium, etc. On va dire, les choses s'arrêtent là. Non, les choses ne s'arrêteront pas là. Elles s'arrêteront quand on aura trouvé la stabilité, c'est-à-dire qu'on aura suffisamment maigri. Et quand est-ce qu'on aura suffisamment maigri? Quand on va tomber, comme dans le jeu de loi, dans la case plomb, dans le tableau de Mendeleïev. Plomb 206, et là, les choses s'arrêtent. C'est-à-dire que quand on a du minerai d'uranium, par exemple, on a l'uranium 238, c'est celui dont on parle, c'est du minerai d'uranium. Mais on parle très rarement de tous ceux qui sont là, qui accompagnent le papa à l'uranium. Parce que c'est une grande famille, on parle de famille, une famille spéciale puisqu'il n'y a qu'un papa, et beaucoup d'enfants. Et tant que le papa est là, eh bien, il va donner tout ça. Et les choses ne s'arrêteront que quand ça sera. Alors qu'est-ce que c'est ces petites cases? Quand on diminue là, on maigrit, c'est-à-dire on émet un alpha. Puis après, quand on se déplace comme ça, c'est qu'on émet un bêta. Donc ce qui est en bleu, c'est des bêtas. Ce qui est en rose, c'est des alphas. Donc quand l'uranium 238 se désintègre, il faut arriver au plomb. C'est un très long chemin. Au passage, il faudra en remarquer un que je vous signale, c'est le radon 222, qui est un gaz. Alors, des familles comme ça, il y en a 3 grandes familles qui sont dans la nature. Alors pourquoi ils sont là encore? Parce que, vous savez, à l'origine de la Terre, tout était horriblement radioactif. C'était invivable. On ne peut pas imaginer vivre sur Terre. La vie était impossible. Ce n'est qu'à partir du moment où la radioactivité a diminué sur Terre suffisamment que des embryons de vie ont commencé. Mais aujourd'hui, il reste encore de la radioactivité originelle de la Terre. Ce sont ces 3 familles-là, donc la famille uranium 238, 235, une autre famille, avec des noms qui se ressemblent toujours, parce qu'on passe un peu par les mêmes cases et qui se terminent toujours par du plomb, et la famille thorium 232. Pourquoi ces familles sont encore là? Parce que le papa, il a une durée de vie très longue. L'uranium 238 a une demi-vie de 4,5 milliards d'années. C'est-à-dire que depuis l'origine de la Terre, cet uranium 238 n'a diminué que par 2. Parce qu'on estime que l'origine de la Terre s'est remontrée en gros à 4,5 milliards d'années. Le Big Bang. Du coup, il n'y en a que la moitié de l'uranium 238 qui a disparu. Ça veut dire qu'il y en a encore pas mal.
Et c'est pour ça que quand vous creusez n'importe où, vous trouvez de l'uranium 230. Mais vous trouvez aussi tous les descendants. Et ça, il ne faut pas les oublier, cela, parce que dans la famille uranium, vous avez des éléments qui sont beaucoup plus méchants que le papa uranium. Ça, c'est tout le discours de Areva, Orano, autour des mines d'uranium. On dit ah mais nous, on a enlevé l'uranium, donc il ne reste rien. Évidemment, non, il y a des résidus. Et dans les résidus, il y a des éléments beaucoup plus toxiques que l'uranium lui-même. Je vais juste vous en citer un qui s'appelle le polonium 210. Celui-là, vous le connaissez. Et pourquoi? Vous en avez entendu parler. Ça vous donne des vagues souvenirs? Les services secrets russes adorent ce genre de radioéléments pour éliminer les espions russes dissidents à l'étranger. Celui le plus connu, c'est Litvinenko, qui était à Londres. C'était il y a une dizaine d'années, je ne sais plus la date exacte. On en a reparlé avec Yasser Arafat, on en a reparlé avec les d'autres cas. Bon. C'est un radioélément d'une toxicité colossale. Un microgramme vous tue de manière certaine quelqu'un. Et pourtant, on ne sent rien. C'est ça le drame de la réalité, on ne sent rien quand on l'incorpore. Mais ça vous tue de manière certaine. Litvinenko, les Anglais ont fait tout ce qu'ils ont pu, ils n'ont pas pu le sauver. Mais c'est un descendant de l'uranium que vous retrouvez dans les résidus des mines d'uranium. Ces résidus se trouvent, par exemple en France, dans des étangs, dans des rivières, etc. On est en pleine nature. Parfois, il n'y a même pas toujours du grillage autour. C'est si. Aujourd'hui, on n'exploite plus l'uranium en France, mais tout à l'heure, Daniel expliquait où ça se passe au Niger. Ça se passe au Niger, nous, l'uranium qu'on consomme. Et bien là-bas, les problèmes sont identiques, voire beaucoup plus graves. Parce que c'est pas exactement les mêmes, c'est les mêmes radioéléments, mais ça se passe pas tout à fait de la même manière. On est dans le désert et il y a des gens qui vivent complètement à proximité de ces résidus en quantité très importante. La famille uranium 220, j'en dis un mot quand même, parce que l'uranium 235, vous voyez, il a une demi-vie de 700 millions d'années. Bon, évidemment, c'est très long. Par rapport à la vie de la Terre, lui, il a beaucoup décru. 700 millions par rapport à 4,5 milliards. C'est pour ça que l'uranium 235, quand on compare les deux, si on imagine qu'il y en avait la même quantité au départ, on n'est pas certain, mais je pense, aujourd'hui, il y en a beaucoup moins de celui-là, puisqu'il a une demi-vie plus courte. Et c'est beaucoup plus désintégré. Et ça, c'est pour les malheurs de l'industrie nucléaire. Parce que c'est celui-là, 235, qui peut donner les réactions de fission nucléaire qui vont pouvoir donner la bombe, qui vont pouvoir donner les centrales nucléaires. Et il n'y en a que 0,7% de celui-là par rapport à 99,3% de celui-là. C'est pour ça qu'on va être amené à enrichir l'uranium, à le traiter, etc., pour qu'il soit efficace au niveau de la production d'énergie. Thorium 232, je ne vais pas trop en parler parce qu'il n'a pas d'application aujourd'hui, sauf qu'il n'y a pas d'application dans des réacteurs. Hein. Mais par contre, il a des propriétés chimiques très intéressantes, le thorium. Mais malheureusement, il est radioactif. Mais ce n'est pas pour sa radioactivité qu'il est utilisé. Il a été créé des réacteurs justement qui utiliseraient le thorium. Alors, on a imaginé un réacteur de thorium sur le papier, mais il n'a jamais été réalisé. Donc, il ne fonctionne pas, il n'y a pas de filière thorium. Certains chercheurs optimistes pensent qu'on pourrait faire des réacteurs au thorium et qu'ils auraient des avantages par rapport aux réacteurs d'aujourd'hui. Moi, je suis toujours prudent quand on me vante ce genre de choses. Je suis curieux, évidemment, de savoir si il fonctionnerait déjà ce réacteur et si toutes les promesses qu'on vous fait autour, il serait capable de les tenir. Pour l'instant, on ne sait pas faire un réacteur au thorium. Il faut le reconnaître, c'est comme ça. Des problèmes techniques. Hein. Sur le papier, ça marche toujours. Hein. Mais quand on veut réaliser, c'est plus difficile. Alors, je voudrais vous faire voir un personnage qu'on montre rarement, qui s'appelle Monsieur Hans Geiger. Parce que jusqu'aux années 30, il a une bonne bouille, ce monsieur. Hein.
Et jusqu'aux années 30, on manipulait de la radioactivité, le radium, hein, tout ça. On avait même découvert les rayonnements uraniques, on les appelait, donc de l'uranium, etc. Mais on ne savait pas détecter les rayonnements eux-mêmes. On détectait la radioactivité par des moyens indirects. Et lui, Hans Geiger, a été le premier à imaginer un compteur Geiger, c'est son nom, Geiger, c'est-à-dire un appareil qui serait capable, lui, de détecter spécifiquement les rayonnements alpha, bêta, gamma. Et ça a été effectivement important à l'époque, dans les années 30. Et aujourd'hui encore, on fabrique les compteurs Geiger, bon, ils n'ont pas la même figure que les anciens, mais sur le même principe, utiliser un capteur de rayonnement qui est du type tube, hein. Alors les tubes peuvent avoir des formes différentes, mais c'est le même principe, avec une haute tension aux deux extrémités, et quand les rayonnements arrivent à rentrer dedans, ils créent des charges électriques, ils ionisent le gaz, et si vous mettez un circuit là, ça crée un courant à l'extérieur. On transforme le passage d'un rayonnement, bêta ou gamma, dans le tube, parce que les alphas n'arrivent en général pas à rentrer, sauf si la paroi était extrêmement fine, ce qui n'est pas le cas en général. Donc les bêta-gamma arrivent à rentrer. Chaque fois qu'il y a un bêta-gamma qui passe, il y a des ions qui sont formés à l'intérieur, et il y a un courant électrique. Et quand on va détecter ce courant électrique va être le signe infaillible. C'est pas de la lumière qui est rentrée, c'est des rayonnements. Parce que le tube est métallisé, c'est pas comme un tube néon transparent. D'accord. Et ça, je trouve que c'était une avancée technologique très intéressante et qui est toujours aujourd'hui utilisée. On essaye de développer d'autres systèmes, plus basés sur les systèmes des téléphones portables, par exemple, des caméras, etc. Mais aucun n'a la fiabilité du modèle. Méfiez-vous, sur Internet, vous trouvez des tas de modèles de compteurs. Avant d'acheter, renseignez-vous. Nous, on a sélectionné un modèle, parce qu'on a un seul, pas 10, hein, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a des tas d'appareils qui disent n'importe quoi. Et ça, c'est très embêtant quand on parle de radioactivité de dire n'importe quoi. Vous avez bien compris. Voilà. Alors, le tableau de ma PDF. Ce qui est intéressant, c'est que jusque dans les années 1935, 38, 39, ce tableau, il s'arrêtait à l'uranium. Au-delà du numéro 92, il n'y avait rien. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a du monde derrière le neptunium, l'amérique plutonium, l'amérique mercurium, berkelium, etc. Et puis après, on repasse là, etc. Ah bon. Ben oui, en 1939, les scientifiques ont complètement jubilé. Ça a été une émotion extraordinaire dans ce petit monde de la physique nucléaire. C'est qu'ils ont réussi à fabriquer en laboratoire des atomes qui n'avaient jamais existé, qui n'existaient pas dans la nature. Est-ce qu'ils ont existé autrefois? Peut-être. En tout cas, ils n'existent pas dans la nature. Et ces atomes-là, le plus connu, c'est le plutonium. Et on les appelle les transuraniens à partir de là. Ceux-là n'existent pas dans la nature. Quand on en trouve, nous, laboratoire, on sait que c'est l'homme qui l'a fabriqué. Et tout d'un coup, l'homme, à partir de ce moment-là, s'est dit, mais je suis plus fort que Dieu. Je suis capable de créer des atomes. C'est pour ça que ça a créé une jubilation dans le monde scientifique en 1939, quand ils ont réussi à fabriquer des atomes qui n'existaient pas dans la nature. Vous imaginez l'émotion que ça a dû être dans ces laboratoires. Parmi ces personnages, il y en a un, il faut me tenir, il y en a eu beaucoup, mais celui-là, je tiens à le faire voir. Vous voyez, il a une tête pas très sympathique. Il s'appelle Oppenheimer. C'est ce qu'on l'appelle le père de la bombe atomique. Parce que, effectivement, il a été le directeur du programme Manhattan aux États-Unis.
le programme de recherche sur la bombe atomique qui a été mis en place pendant la guerre, à partir de 41-42, et qui a abouti à la fin de la guerre à Hiroshima et Nagasaki. Il y a eu un programme énorme qui a mobilisé beaucoup de moyens, beaucoup d'hommes, et qui a fait beaucoup de dégâts aussi, humains, pour le personnel, évidemment, qui sera bien, mais aussi parce que, comme c'était des éléments nouveaux, et qu'on était pressés, les militaires étaient pressés de mettre au point leur bombe, ils ont fait de l'expérimentation de ces nouveaux atomes, plutonium en particulier, parce que c'est celui-là qui les intéressait. On va voir pourquoi. Donc, pour savoir si c'était dangereux le plutonium, ils ont inoculé volontairement du plutonium à des humains. Pas seulement à des cobayes, c'est déjà pas très sympa, mais à des humains. Il y a eu un programme maintenant où on a fait de l'expérimentation de ces radioaliments sur des humains. Évidemment, c'était dans le secret de la guerre. Il y a une tradition dans les archives, c'est qu'on les ouvre au bout de 50 ans, quelles qu'elles soient. Ce n'est pas le cas chez nous. Hein. Les archives des essais nucléaires, elles sont toujours classées, et elles sont classées pour l'éternité. Hein. Par contre, aux États-Unis, c'est peut-être pas un modèle, mais au moins, eux, ils respectent cette règle. On déclasse toutes les archives au bout de 50 ans. Donc, à partir des années 90, donc 50 ans après, on a eu accès à ces dossiers de ces cobayes du plutonium. C'est comme ça qu'on les a appelés. Et on avait du mal à y croire. Donc on est allé jusqu'à déterrer, comment on dit, exhumer pardon, des cadavres qui étaient morts et qui faisaient partie de la liste des gens à qui on avait inoculé du plutonium pour dire est-ce que c'est vrai. Comme il a une demi-vie de 24 000 ans, 50 ans après, il était encore là. Et effectivement, on a trouvé du plutonium dans les corps de ces personnes. C'est bien un programme qui a été fait autour de ça. Si c'était comment il fallait manipuler ce plutonium. Évidemment, il est très radiotoxique. Moins que le polonium dont j'ai parlé tout à l'heure. Évidemment, tout le monde stigmatise le plutonium. Et on a raison. Le plutonium, c'est pas du chocolat. Hein. C'est beaucoup plus radiotoxique que l'uranium. Mais il y a encore pire que le plutonium. Hélas. Tout ça, ça aboutit à, vous le savez, Hiroshima. Vous savez qu'Hiroshima, c'était inutile. Inutile parce que les Japonais étaient prêts à se rendre. Mais les militaires voulaient faire leurs expériences, entre guillemets, jusqu'au bout. Ils avaient expérimenté dans le désert. Et là, ils voulaient expérimenter dans une vraie situation de guerre, c'est-à-dire sur une ville, avec des habitants. Voilà Hiroshima. 5 kilos d'uranium très enrichi, voilà ce que ça vous fait. C'est pas bon. 200 000 morts, immédiats. On verra qu'il y en a eu d'autres après. Mais comme si ça ne suffisait pas, 4 jours après, il y a eu Nagasaki. Ah, on dit, mais pourquoi refaire Non, Nagasaki, c'était du plutonium. En fait, pour que l'expérience soit complète pour les militaires américains, il fallait faire une bombe à l'uranium et une bombe au plutonium. Pourquoi il y a eu 200 000 morts environ aussi, je ne sais pas le chiffre exact. Hein. Moi, je suis choqué qu'il n'y ait jamais eu de vrai repentir des États-Unis. Hein. Il paraît que Barack Obama a un petit peu dit des choses, moi je n'ai pas trop entendu. En tout cas, il n'y a jamais eu de procès. C'est un crime contre l'humanité. Et qui n'a jamais été sanctionné. Les responsables, M. Oppenheimer, lui-même, paraît-il, aurait un petit peu dit « Ah, si j'avais su ça ». C'est un peu maigre. Hein. Heureusement, il y a des scientifiques qui n'ont pas suivi ça. Voilà, ça c'était en 1945. Normalement, le nucléaire aurait dû s'arrêter là, qu'il soit civil ou militaire. Les militaires, c'est là qu'on rentre dans la guerre froide. On a bien compris
pas arrêter de fabriquer des bombes. Et là, il y a d'autres pays qui s'y mettent. Il y a l'URSS, il y a l'Angleterre, après la France, et puis d'autres pays, Israël, le Pakistan, l'Afrique du Sud, etc., etc. La Corée, peut-être l'Irak, peut-être l'Iran, peut-être. Si on faisait la liste des pays potentiellement qui auraient pu développer l'arme nucléaire, elle est assez longue quand même. Heureusement, tous ne l'ont pas fait. Mais il fallait se redorer une image. C'est pour ça qu'en 1953, on a commencé à parler d'un programme, et c'est Eisenhower qui a lancé ce programme, Atom for Peace. Et ce programme, Atom pour la paix, ce programme était fait pour trouver la voie qui permettrait la vie, quoi, en gros. Vous voyez, on est dans presque le même discours qu'en 1900, juste après la découverte de la radioactivité. On va faire de la radioactivité du nucléaire, mais pour la paix. C'est quoi ça? Faire la paix, comment on fait la paix? Eh bien, en permettant, avec cette radioactivité, ces nucléons, de faire de l'énergie, et pas des bombes, de l'énergie, c'est-à-dire qu'on va maîtriser, on va essayer de maîtriser les réactions nucléaires qui libèrent l'énergie, pour que l'énergie ne se libère pas d'un seul coup, mais de manière progressive. Et puis on va imaginer des tas d'autres applications. En agriculture, en partie dans l'agriculture, par exemple, pour irradier les aliments, pour les conserver, dans la médecine, dans l'agriculture aussi pour stériliser les insectes nuisibles. Oui, on va les irradier fort, etc. Quand vous tombez sur des journaux de cette époque-là, des années 1950, vous êtes ébahi de tout ce que les scientifiques ont mis dans leur carton, ont mis sur le papier comme projet possible qui pourrait servir à autre chose que des bombes. C'est là qu'on a par exemple parlé des premiers réacteurs au thorium. On a déjà imaginé les réacteurs au thorium dès les années 50. Pourquoi ils ne sont pas développés, ça c'est une autre affaire. Donc, il y a plein de projets qui sortent, entre guillemets, pour la paix. Et nous, en France, en Europe, pardon, c'est là que se lance le traité Euratom, qui était l'équivalent au niveau mondial de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est une agence de promotion de l'énergie atomique. Promotion de l'énergie atomique, de promotion des centrales nucléaires. Et nous, en Europe, on veut jouer aussi notre rôle. C'est pour ça que 6 pays, la France, l'Angleterre, l'Allemagne et le Benelux, lancent l'idée, on va faire un traité entre nous. C'est le premier traité constitutif de l'Europe avec le traité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ça dit quelque chose, la CECA. Et premier traité où on va mettre des moyens pour développer l'énergie nucléaire en Europe. Des moyens importants pour sa promotion. On est en 57. Alors évidemment, vous voyez ce que je viens de dire, à l'époque, on pouvait un peu comprendre. Vous imaginez dans quelle euphorie on était dans l'après-guerre, les 30 glorieuses qui arrivent. On va avoir besoin de quantités colossales d'énergie. Comment on va faire pour fabriquer cette énergie? Donc on va en fabriquer avec du nucléaire. C'est vraiment présenté comme la solution. On voit même dans les documents que cette énergie sera tellement abondante, elle n'aura pratiquement pas de prix, parce qu'elle sera donc très peu chère, parce qu'elle sera très abondante. Et on est dans le délire, évidemment, parce qu'avec le recul, on dit, mais c'était fou. Ben oui, mais le traité Euratom, il a été signé dans cet esprit-là, à cette époque-là. C'est pour ça que aujourd'hui, nous avons lancé une campagne, nous, la CIRAD, avec l'association Réaction Chaîne Humaine, et qui est relayée aujourd'hui par plein d'autres associations, qui est de dire, il y en a marre de ça, enfin, il y en a marre, excusez-moi le terme, mais ça suffit, Euratom. On est dans une autre époque, on est au XXIe siècle. On a vu tous les problèmes, enfin, on n'a pas tous vu, mais on a vu
transports. Il y a tellement de problèmes, et des problèmes sur la santé des gens, des travailleurs, du nucléaire, etc. Aujourd'hui, on n'est plus dans l'état d'esprit qu'on était en 57. C'est pour ça qu'on dit, nous, on pense qu'il y a une opportunité pour dire aujourd'hui, il n'y a aucune raison de continuer Euratom, qui est un traité qui ne privilégie qu'une forme d'énergie, le nucléaire, alors qu'il n'y a pas de traité, par exemple, pour les énergies renouvelables, pourquoi pas pour le charbon, pour le pétrole, pour je sais pas quoi, pourquoi pas un traité Euratom pour le glyphosate, par exemple. Donc, il y a une opportunité. En plus, l'Angleterre va sortir de l'Europe. On ne sait pas bien quand, mais elle va sortir. On commence à parler de Brexatom. Vous l'avez peut-être pas entendu encore celui-là. On parle de Brexit, mais les spécialistes qui se réunissent pour discuter, etc., parlent de Brexatom. Ça veut dire que l'Angleterre, effectivement, va sortir d'Euratom. Ça veut dire qu'il faut tout remettre sur la table. Et puis, il y a les élections européennes qui arrivent, et là, il y a une opportunité. Alors, je ne vais pas vous détailler le traité Euratom. Nous avons lancé une campagne avec des pétitions. Il y en a sur la table là-bas à la sortie. Vous pouvez aussi aller sur le site internet de la CARAD pour les signer. Nous allons les remettre à notre président. Alors, on ne se fait pas trop d'illusions, mais quand même, on y croit. Courant mars. Pourquoi? Parce que, c'est bientôt, hein, parce que notre représentant dans le traité Euratom, c'est notre président. Ce ne sont pas nos élus. Nos élus n'ont aucun pouvoir de décision sur tout ce qui est radioactivité en Europe. Il faut le savoir. Donc, nous trouvons que c'est totalement scandaleux. Chaque fois que nos élus, que nous avons élus, ceux que nous avons envoyés à l'Europe, chaque fois qu'ils ont voulu se mêler, d'intervenir sur des problèmes qui concernaient la radioactivité, chaque fois, on leur a dit « Ah non, c'est pas votre domaine, c'est Euratom ». Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, j'ai eu l'occasion de présenter ça à Épinal l'autre soir. Il y a beaucoup à dire pour dire que Euratom, aujourd'hui, c'est abolition, abrogation, c'est complètement anachronique d'avoir encore un traité aujourd'hui comme ça en vigueur. Tous les autres traités de cette époque-là, d'ailleurs, n'existent plus. Hein. Le traité sur la charbon, l'acier, qui étaient des traités commerciaux, etc. Tout ça, ça a été intégré dans le fonctionnement normal de l'Europe. Bon, c'est peut-être pas merveilleux, mais au moins c'est un peu plus démocratique, je dirais. Alors, je vais passer rapidement sur les sources de rayonnement. La radioactivité. Il y a la radioactivité naturelle, bon, on en a parlé, hein. Il y a le soleil, le cosmique, hein. Quand on va là-haut dans le ciel, dans l'espace, ça crache pas mal, comme on dit. Ça vient des étoiles, ça vient du soleil, etc. Hein. Nous, au ras du sol, ici, le cosmique, on n'a pratiquement rien. Par contre, pour les personnels navigants, c'est un problème. Les radionucléides cosmogéniques, c'est le carbone 14, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis les radionucléides qui sont dans le sol, c'est les mines d'uranium, c'est etc. Tout ça. La radioactivité naturelle renforcée, c'est le radon, parce que c'est dans les bâtiments qu'il va se concentrer, le radon. Et puis les résidus de ce qu'on traite, qui vient de la nature, comme les engrais, certains engrais sont très chargés en radioactivité d'origine naturelle. Mais nous pensons qu'il n'est pas forcément bon de les utiliser pour faire en particulier du bio, par exemple. On essaie de convaincre, nous, la CARAD, que l'agriculture bio devrait se passer de certains engrais, bien que naturels. Tout ce qui est dans la nature n'est pas bon. Hein. Et puis, il y a les sources artificielles. Alors là, vous connaissez tous ces mouvements. C'est une source artificielle. Alors, il y a des petites images pour illustrer tout ça. Là, on arrive pour... Je vais faire une dernière partie. Qu'est-ce qu'on sait des effets de la radioactivité sur la santé? Nos connaissances, elles ont évolué très longuement. Et ça, c'est très surprenant. Quand on regarde avec le recul un petit peu, quand on regarde la chimie, c'est pas un modèle, la chimie. Nos connaissances en chimie, elles ont évolué beaucoup plus rapidement. On a évalué la toxicité. Alors,
en exagérant, parfois en sous-estimant, mais on a avancé relativement vite. On ne connaît pas tout. Pour la radioactivité, les rayonnements ionisants, c'est-à-dire émis par les atomes radioactifs. Ce qui est surprenant, c'est que, avec le recul de nos 120 ans d'histoire de la radioactivité, 120 ans, c'est pas grand-chose, mais on a toujours sous-estimé les effets néfastes de la radioactivité sur les milieux vivants. Toujours sous-estimé. Pour moi, déjà, ça c'est louche. Ça veut dire qu'il y a une volonté, depuis très longtemps, c'est pas d'aujourd'hui, de sous-estimer les risques liés à la radioactivité. Les sous-estimer pour ne pas déranger, évidemment. Alors autrefois, c'était les gens qui bricolaient le radium. Hein. Aujourd'hui, c'est les gens qui manipulent les déchets radioactifs ou les centrales nucléaires. Hein. On ne peut pas parler de lobby à l'époque. Aujourd'hui, on peut parler de lobby qui fait tout et a des moyens énormes pour mentir, et les plus gros mensonges, ils sont là-dessus, du nucléaire, sur les effets des rayonnements. Alors, c'est la partie également un peu plus difficile, mais en même temps qui nous intéresse, et je ne sais pas si on aura le temps de la développer complètement, mais on pourra y revenir après. Ici, j'ai symbolisé une cellule. Bon, on l'a définie n'importe comment, et on va symboliser une attaque de rayonnement ionisant là-dessus. Alors ça peut être un alpha, un bêta, un gamma, ça peut être du césium, du tritium, du plutonium, on ne s'occupe pas de savoir d'où il vient. Qu'est-ce qui se passe dans la cellule? Eh bien, il faut d'abord savoir, c'est que ces radiations, et on l'a dit, ils ont une énorme énergie par rapport au rayonnement habituel qui rentre dans le corps, du soleil ou autre. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Dans la cellule, vous avez des molécules. Les molécules les plus connues, c'est l'ADN, avec une double hélice, des liaisons carbone-carbone-carbone, des substituants, etc. Bon. Un seul rayonnement, alpha, bêta, gamma, peut couper en morceaux plus d'1 million de liaisons carbone, suivant l'énergie de l'alpha, du bêta ou du gamma. Vous imaginez un seul rayonnement, 1 million de liaisons. Ça veut dire qu'un seul rayonnement, s'il passe bien au bon endroit, il peut couper 1 million d'ADN. C'est énorme. Évidemment, il n'y en a jamais qu'un seul. Il y en a toujours un bon nombre de rayonnements alpha, bêta, gamma qui vont attaquer la cellule. Ce qui fait que cette cellule elle va se retrouver avec des dommages, comme on appelle. Alors, c'est le terme qui est utilisé. Moi, je dirais des défauts, des problèmes. Soit ces problèmes sont réparés, pas réparés, pardon. Soit ils sont réparés de la bonne manière, soit la réparation est mauvaise. 3 cas de figure. Effectivement, une cellule, c'est quelque chose de vivant et c'est quelque chose de complexe. On ne connaît pas encore tout le fonctionnement cellulaire jusque dans le détail. C'est la vie, une cellule. Il y a une vie là-dedans, il y a une organisation, il y a de la chimie aussi là-dedans. S'il n'y a pas de réparation, eh bien, c'est en général la mort de la cellule. Ce n'est pas la pire des choses, parce que nous avons régulièrement des cellules qui meurent dans notre corps et qu'on refait et qui reviennent, etc. Il ne faut pas qu'il y en ait trop à la fois. Si vous avez toutes les cellules de la peau qui meurent, évidemment, c'est une forte dose, et là, vous allez avoir un érythème de la peau qui va être assez difficile à guérir. Le deuxième cas, c'est la réparation fidèle. Et ça, on en parle beaucoup pour les gens du nucléaire. On a un système de réparation et qui fait un excellent travail. Quand une cellule est endommagée, vous avez un petit capitaine avec son pédalo qui arrive, qui dit où est le problème? C'est telle cellule. On va réparer. Et il a tous les outils dans la poche et il répare. Ce petit capitaine en pédalo, on ne l'a jamais vu. Il n'existe pas. Quand il y a réparation, fidèle, bonne réparation,
C'est ce qu'on appelle une cassure simple brin, vous voyez, ou une cassure double brin. Quand il y a une cassure simple brin, c'est-à-dire que vous avez les deux brins d'ADN, vous avez un seul brin qui est coupé. Il a la possibilité de se ressouder derrière, et se ressoudera de la bonne manière. Par contre, quand vous avez une cassure double brin, les deux brins d'ADN, ils vont chercher à se recoller, mais ils vont peut-être se recoller avec un autre à côté, ou ils peuvent se recoller à l'envers. Il y a un défaut. Il y a un problème. Donc, ce sera une réparation fautive dans ce cas-là. La réparation fautive peut entraîner à nouveau soit la mort de la cellule, parce que la réparation a été tellement mal faite que... Là. Soit c'est une cellule somatique, c'est-à-dire la peau, le foie, les reins, etc. Ça, c'est le début d'un cancer, c'est l'initiation d'un cancer. Soit c'est une cellule de reproduction, et c'est une anomalie génétique dans les descendants. Ça a été étudié au laboratoire, on le sait, et ça, c'est ce qui ressort des études épidémiologiques. Il y a deux sources de connaissances. Les études épidémiologiques, c'est par exemple les survivants d'Hiroshima et Nagasaki. Alors ce qui est très rigolo, je pensais, c'est plus, je me dis, chez nous on parle des survivants d'Hiroshima et Nagasaki. Et c'est plus, je me suis dit, mais en japonais, comment on dit? En japonais, on dit ibakushi. Et ibakushi, ça veut dire les irradiés. Et ce coup, je me suis dit, mais encore une fois, on s'est fait avoir. Chez nous, les survivants, c'est un côté positif. Alors que être irradié, c'est pas du tout la même chose. Donc, l'approche épidémiologique, des macros en gros, un macro c'est-à-dire sur les grands nombres, sur les corps humains, etc. Et l'étude, l'approche laboratoire, c'est-à-dire du micro. Et si on arrive à expliquer les phénomènes, qui sont très compliqués, par ces deux approches, et arriver à joindre les deux bouts, c'est-à-dire, ben tiens, on est d'accord que tel type de rayonnement provoque telle pathologie, etc., sur tel type d'organe, sur à quel âge, si c'est un homme, une femme, etc., etc., etc. Si on arrive à approcher les deux et les faire concorder, quelque part, on a une grande chance d'être dans une vérité, quelque chose qui doit ressembler à la vérité. Malheureusement, ces deux modèles n'ont jamais vraiment concordé. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des approches labo qui montrent des choses, des approches épidémiologiques qui montrent des choses, et ça ne peut concorder que par quelques éléments. Donc on est très loin de connaître complètement, il faut le reconnaître, il faut l'humilité, complètement, les effets des rayonnements ionisés. N'empêche que, vous savez qu'on a développé le nucléaire en pensant, en disant, mais il n'y a pas de problème, on sait tout. D'accord. Alors, je voudrais signaler deux personnes, deux femmes, c'est pas par hasard, qui ont fait avancer la connaissance dans la reconnaissance des faits qu'on voulait nier, qu'on ne voulait pas voir, et qu'elles ont réussi à mettre en évidence. Une, c'est Alice Stewart, c'est une Anglaise qui est morte déjà. Elle a réussi à faire reconnaître que les fœtus étaient des êtres très radiosensibles. Or, dans l'après-guerre, on avait pris l'habitude de faire beaucoup de radiographie pendant la grossesse. Et elle a réussi à faire reconnaître que c'était une énorme erreur de faire ça. Et ça a fait avancer la connaissance, la reconnaissance, je dirais, qu'il ne faut plus faire. Aujourd'hui, on ne fait plus de radio, sauf pour des cas graves. On ne fait plus de radio systématique pendant la grossesse, sauf éventuellement à la fin de la grossesse. Et là, le fœtus, il est en taille nature. Et c'est elle, toute seule, qui s'est bagarrée pendant des années pour faire reconnaître ça. Donc, je lui tire mon chapeau. Et puis, du côté français, il y a deux personnages, Roger et Bella Belliot, c'est un couple. Elle, Bella, est morte il n'y a pas longtemps, il y a un an ou deux. Roger est mort un peu plus tôt. Roger n'apparaît pas sur la photo parce que Roger interdisait qu'on le prenne en photo. Donc, on
ne trouve pas de photos de Roger Delbourg sur Internet, par exemple. Moi, j'y tiens beaucoup parce que ce sont eux qui m'ont appris à la qui nous ont appris tout ce qu'on sait sur les effets de la radioactivité. Parce que nous, mesurer la radioactivité, le laboratoire, bah, c'est bien. Et ça, c'est la physique, du labo. Ce qui est important, c'est de savoir, quand on en trouve, déterminer s'il y a un problème pour les gens qui vivent là. Si les gens qui mangent les aliments qu'on a analysés, est-ce qu'il y a un problème à ce qu'ils en mangent? Les normes, critiquer les normes. Parce que tout ce que j'ai dit sur Euratom tout à l'heure, Bella Belbehoc l'analysait très bien. Donc je tiens à signer ces deux personnes qui ont vraiment... Alors, il y en a d'autres aussi, évidemment, que j'aurais pu citer, mais je ne vais pas tous les citer. Ceux-là, ils me sont plus personnellement proches. Je voudrais terminer la présentation, après on passera en seconde aux questions, sur une présentation qui est faite par un professeur qui s'appelle Orango, André Orango, qui est professeur à l'université Paris 6, Paris 8, je ne sais plus lequel, Paris 5, pardon, et qui est docteur à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, spécialiste et expert reconnu par la justice. La justice a des experts dans lesquels elle doit piocher pour faire des expertises quand il s'agit de radioactivité. Mais il intervient aussi sur les ondes des portables, il intervient sur un tas de choses. Vous l'avez peut-être vu à la télé, ce professeur Rambo, parce qu'on l'invite souvent. Et vous allez comprendre pourquoi lui, il est invité et pas la CRIRAB ou d'autres experts. C'est que ça, c'est une présentation qu'il fait à l'université. Vous n'êtes peut-être pas très habitué à raisonner sur des diagrammes comme ça. Je n'en ai pas présenté 50, hein, vous l'avez vu, vous avez ménagé jusqu'au bout. Sauf que celui-là, je tiens à vous le présenter parce que quand même, il est trop long. Ici, en horizontal, on met, il n'y a pas d'échelle, mais c'est l'exposition sur la dose de rayonnement que l'on reçoit dans le corps, la dose de rayonnement. L'unité de cette dose d'exposition, c'est le sievert. En parlant en millisievert, parce que le sievert est une unité énorme. Si vous recevez un sievert, vous êtes quasiment mort. Donc, en parlant en millisievert, microsievert, l'exposition. Voilà. La radioactivité naturelle, par exemple, c'est à peu près 2-3 millisieverts par an. C'est à peu près là, sur le tableau, dans ces îles. Quand vous passez des scanners à l'appel, ben, vous êtes plutôt à 20 millisieverts. Vous voyez, par exemple, comme ça, 30 millisieverts. Là, vous avez l'excès de risque, c'est-à-dire le nombre de cancers et d'anomalies. Alors là, on ne parle que des cancers, pardon. Le nombre d'excès de cancers à cause de cette dose. Alors évidemment, tout le monde est d'accord pour zéro dose, zéro effet. Alors, sur pas de dose, il n'y a pas d'excès de cancer dû à la dose, puisque la dose est nulle. Alors, ce serait quand même sur pas de dose. Ici, vous avez tout un tas de petits points. Ça, c'est des points qui correspondent à des valeurs, par exemple, de l'ordre de 20, 30 millisieverts, et où l'excès de risque a été prouvé. Vous voyez que toutes les courbes passent par ces points-là, c'est-à-dire que là, tout le monde est d'accord pour dire que à cette dose-là, oui, il y a un effet, et ça développe tant de cancers en plus. Dans une population de tant d'habitants, par exemple, 100 000 personnes, eh ben, ça va développer 200 cancers, par exemple, en excès. Pendant longtemps, on croyait qu'il y avait un seuil. Vous voyez, c'est un peu la courbe angleuse, c'est-à-dire ça descend, et puis pratiquement après il n'y avait rien. Pourquoi? Parce que en dessous d'une certaine valeur de dose, on ne voyait pas d'excès. On disait, si on n'en voit pas, c'est qu'il n'y en a pas. Ce qui évidemment était idiot. En science, on ne peut jamais affirmer je ne vois rien, donc il n'y a rien. C'est impossible, c'est idiot. N'empêche que tous les scientifiques, depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, disaient là, on est d'accord, et là, il faut aller à zéro. Ben, comment on y va? Ben, on
il y va en descendant, et à partir d'un certain seuil, et la chimie résonne encore un petit peu comme ça. Hein. Vous savez, l'eau du robinet, quand vous êtes en dessous de 50 mg dans l'eau, elle est consommable sans restriction. Au-delà, c'est interdit. Donc il y a bien un seuil. Dans la radioactivité, alors moi je pense que c'est faux, évidemment, hein, mais dans la radioactivité, on était dans cette logique-là. Quand on diminue la dose, le nombre de cancers diminue, et à partir d'une certaine dose, il n'y a plus d'excès. Ce modèle-là, puisque c'est ce qu'on appelle un modèle, c'est-à-dire une manière d'appréhender un phénomène, c'était valable, ça a été effectivement le cas de la courbe en bleu, quadratique on l'appelle, qui était valable jusque dans les années 80-90. À partir des années 80-90, on avait des études sur Hiroshima qui commençaient à être beaucoup plus précises. Parce que quand on a fait des premières études sur Hiroshima et Nagasaki, tout de suite après la bombe, les gens ne mouraient pas le lendemain. Enfin, si, il y en a peut-être qui mouraient le lendemain, mais il a fallu attendre un délai relativement long pour voir des excès de cancer importants, sur les leucémies, sur le cancer de la thyroïde, etc. Ça ne se développe pas du jour au lendemain, ça. Donc à partir des années 80-90, on a refait les études d'Hiroshima en recomptabilisant un peu mieux, en recalculant mieux la dose qu'avaient reçue les gens, parce que c'était pas évident de savoir quelle dose ils avaient reçue. Ils n'avaient pas des dosimètres, hein, les gens d'Hiroshima. Donc il fallait faire des enquêtes précises pour savoir à quel endroit précis ils étaient au moment de la bombe, pour savoir quelle dose ils avaient reçue. Donc, on refait ces études et on s'aperçoit qu'on a beaucoup sous-estimé le nombre de victimes, de malades, de morts, dus à Hiroshima et Nagasaki. Donc on réévalue tout ça. Et puis on fait des tas d'autres études sur les mineurs d'uranium, tiens par exemple, sur les travailleurs du nucléaire. Il commence à sortir des études sur la toxicité du radon dans les maisons, dans la médecine, etc. Le travail d'Alice Stewart, par exemple. Ce qui fait qu'à partir des années 80-90, ça s'est fait progressivement, on est arrivé à la conclusion que la vraie manière d'aller de là à là était la ligne droite. La ligne droite. Alors, c'était pour simplifier la ligne droite. En réalité, c'est qu'on allait descendre de là, en petit zigzag, pour arriver là. Mais en gros, c'était une ligne droite. Et ce que vous trouvez dans les textes officiels à partir de ces années-là, c'est la relation entre la dose et l'effet est une relation linéaire sans seuil, c'est-à-dire une droite. Ça a été une révolution dans la connaissance scientifique. Parce qu'à partir de là, à la première dose, soit la plus petite là, simplement vous allez faire tout un petit tour autour du site de Soulaine, autour des déchets là, du grillage. Vous allez recevoir une toute petite dose là. Ben, même là, il y a un effet. Il est faible. Et la probabilité de développer une pathologie grave, elle est très faible. Mais elle n'est pas nulle. Alors ça modifie complètement, ça devrait modifier, ça aurait dû modifier complètement le discours des exploitants du nucléaire, qui affirment en permanence qu'ils veulent bien reconnaître, quand ils le reconnaissent, qu'ils rejettent de la radioactivité dans l'environnement, qu'il y a bien des déchets un peu dispersés par-ci, par-là, qu'il y a bien des gens qui vivent là, qui reçoivent des petites doses, mais c'est sans effet. C'est sans effet, et pourtant on est des fois dans ces valeurs-là. Pourquoi ils n'affirment pas? Parce qu'eux, ils sont restés sur la courbe en bleu, les électrons, mais qui n'est aujourd'hui considéré comme obsolète. Aujourd'hui, et depuis 2000, dans le Code de la santé publique français, c'est écrit dans le texte, dans les textes officiels, que la relation entre la dose et l'effet est une relation linéaire sans seuil, donc c'est la droite en rouge. Alors, il faut s'accrocher à ça. Et je peux vous assurer que nous, quand vous discutez avec les gens du nucléaire, et vous leur dites non, votre discours, ça c'est du mensonge.
vous ne respectez, vous, pas la loi. La loi, elle dit c'est ça. Donc, si on est à cette dose-là, on est d'accord, elle est faible. Mais il y a un effet. Vous ne pouvez pas affirmer le contraire. C'est faux. Scientifiquement faux. Vous voyez qu'il y a un outil extraordinaire à travers ce tableau. Nous, En même temps, la courbe bleue, elle monte très rapidement quand même. ah mais là, parce que ça, ces points-là, tout le monde est d'accord, là. C'est tout ce qui est entre la bleue et la rouge qui pose problème. Si vous étiez à ce niveau de dose-là, à l'époque, on vous dit, monsieur, votre dose, elle est trop faible. Il n'y a pas d'effet. Aujourd'hui, à ce niveau de dose-là, il y a un effet. Or, justement, ce niveau de dose-là, c'est le radon dont je parlais tout à l'heure. C'est les travailleurs du nucléaire. Les travailleurs du nucléaire, ils sont à ces niveaux de dose-là. Il y a une étude épidémiologique qui est sortie il y a 1 an, 2 ans, sur tous les travailleurs du nucléaire dans le monde. Eux, on connaît leur dosimétrie, on sait combien ils reçoivent. Nous, on ne sait pas. Eux, on sait. Et l'étude, ils sont suivis médicalement, ces gens-là. Pour les personnels titulaires, ils sont bien suivis. Non, je précise. Et on a vu un excès de cancer chez ces gens-là. Or, on est à des niveaux de dose de l'ordre de 1 millisievert par an, 1 millisievert. Et c'est des niveaux très faibles. Donc, on est là. Eh bien, on a pu effectivement quantifier le nombre d'excès de cancer chez les travailleurs du nucléaire. On a pu le quantifier. Hein? De quel ordre? Mais sur les 400 000, alors, le coefficient, là, je dis pas. Ça dépend si vous comptez les malades ou les morts. Bah, non, mais ici, c'est l'excès de risque. C'est les malades. C'est la morbidité et pas la mortalité. Voilà, on parle des choses. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, ce qui est établi comme coefficient, qui est reconnu aujourd'hui, c'est que si on donne 1 millisievert à 100 000 personnes, ça fait 5 morts par cancer. Ça veut dire 100 000 personnes, 5 morts. C'est rien du tout, ça. Sauf que, ça c'est pour 1 an. 1 millisievert. Si vous prenez une dose vie, 1 millisievert plus 1 millisievert, ça change parce que sur une vie, 70 ans, 70 ans, c'est 70 millisievert, il faut multiplier par 60. 5 fois 7,5, 350 morts. Oh, ça commence à faire ça. Et si vous prenez la population française, on a ramassé, on a un jeu corporé, on a ingurgité à peu près 1 millisievert l'année 86. À la louche, comme ça, hein, l'ordre de grandeur. Il y en a qui en ont mangé plus, il y en a mangé moins, etc. Bon. Si vous prenez 1 millisievert pour la population française, 60 millions d'habitants, 1 millisievert, 5 morts pour 100 000, ça fait 3 000 morts. Alors qu'on arrête de nous dire Tchernobyl, c'est 0 morts. Non, si vous faites des calculs à la louche, je dis bien sur le coin de la table, ce n'est pas une preuve scientifique. C'est simplement une manière de dire à ceux qui disent ah non, Tchernobyl, c'est 0 mort, hein, France. Non, vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Je peux vous affirmer que vous êtes des menteurs. Parce qu'on était par là. Et sur l'ensemble des Français, là, ça fait un nombre de morts. Donc c'est ça la réalité. Alors, c'est pour ça qu'il faut s'accrocher. Mais le professeur, je n'ai pas terminé, parce que lui, il dit la vraie courbe, c'est la verte. Ah, vous avez compris, pardon? Je veux juste savoir les coûts de la dose, c'est la dose en plus de la dose naturelle. Ah oui, moi je parle de l'exposition au-dessus de la radioactivité naturelle, qui elle déjà induit des morts, parce que dans l'exposition là, vous avez le naturel et l'artificiel. Nous on reçoit les deux. Dans le naturel, vous avez déjà en gros 1 à 2 millisieverts de radon en moyenne pour les Français, et par an. Donc déjà, rien que pour le radon, on est là. Après, si vous rajoutez ce que les activités humaines, c'est-à-dire les transports de déchets radioactifs, déchets, etc., ça se rajoute à ça, le risque. Nous, notre corps, il ne fait pas la différence entre les bêtas du césium et les bêtas du tritium
trouve dans l'air. D'accord. Ah, Monsieur Orango, lui, il dit non, non, tout ça, la courbe en bleu, elle était optimiste. La vraie courbe, c'est celle qui est en vert. Là, ça descend nettement. Hein. Vous voyez, le seuil, alors là, il est hyper élevé. Son seuil, là, il est à 100 millisievert. En dessous de 100 millisievert, bon, Puisqu'il habite à côté du central nucléaire, c'est cher. mais après, où est-ce que ça passe là? Comment c'est possible? Comment rejoindre le zéro? C'est là où il est encore plus fort qu'avant. La courbe en bleu, bah, en bleu, bon, elle descend, il y a un seuil, en dessous, on est à zéro. Mais on est encore devant quelque chose de plausible. Là, on passe en dessous. Ça soigne, ça soigne. Super santé. Ah, ça fait du bien, là, dans la vie. Ça fait du bien. Un excès de risque négatif, c'est un effet bénéfique. Ça doit être rempli dans un cycle de cœur de radio. Vous avez compris. Bah, on revient aux publicités du début, quoi. Exactement, on revient, comme dit la dame, Profitez. 100 ans en arrière, là, avec le radium, avec etc. On va revenir 100 ans en arrière. Or là, on est au 21e siècle avec un professeur, expert, professeur de médecine nucléaire, expert de la justice française. Et lui, c'est ça sa position, ce qu'il défend. Évidemment, sans preuve scientifique. Oui, c'est parce que c'est quoi ces arguments Ah, alors, je vais vous en donner. Il est évidemment embêté parce qu'il n'y a pas d'études qui montrent ça. Aucune étude ne montre ça. C'est vrai qu'il est aussi, il faut reconnaître, difficile de montrer un effet bénéfique. On peut montrer plus facilement un détriment. C'est dommage. Montrer que ça fait du bien. C'est pas facile, il faut reconnaître. Il faudrait qu'il montre qu'il y a moins de cancer par exemple aux personnes qui sont sans nucléaire que dans la Alors, il population. faudrait effectivement, par la preuve, par l'absurde, c'est-à-dire dans l'autre sens. Non, lui, il a appelé ça l'hormésis. Alors, il dit évidemment ce nom, il sort du chapeau. Il dit oui, mais ça marche comment ça? Alors, c'est là que ça devient drôle. Je terminerai là-dessus. Il dit ah, mais c'est comme les vaccinations. Oui, on reçoit une petite dose, hein, et on est protégé des radiations. Non, évidemment, c'est complètement ridicule. Les vaccinations n'ont rien à voir là-dedans. Alors on dit, quand on vous en va dire, ah, mais c'est comme l'homéopathie. On soigne le mal par le mal. Petite dose, C'est aussi faux, évidemment. Mais voilà. Donc, ça veut dire qu'on est au 21e siècle et il y a encore un travail de ça, de désinformation énorme, fait par des experts officiels. C'est pour ça que je trouve que cette présentation sur la radioactivité, je ne l'avais jamais imaginée comme ça, et je remercie Juliette d'avoir pensé à vous en faire profiter. Et voilà. Bien, maintenant, les questions sont ouvertes. À vous. Oui. Bon, tout de suite, pour les travailleurs du nucléaire, enfin, je pense que la plupart d'entre nous le savent, ils font appel à des sociétés sous traitement qui, par exemple, pour travailler des employés un mois, etc. De sorte, comme les doses sont en millisieverts par an, évidemment, ils sont dans les normes. Mais quand ils sont sur le travail, c'est pas ça qu'ils prennent. C'est sûr. Absolument. Absolument. Et on sait très bien que les travailleurs intérimaires du nucléaire, on les a appelés à un moment les viandes à rêve. Parce que l'ancienne unité du Sievert, c'était le rêve. C'est pour ça qu'on les appelle les viandes à rêve. C'est des travailleurs, quand ils ont reçu une dose limite, eh ben, on les met au vert ou on les congédie gentiment. Oui, ça, on le sait. Les gens méconnaissent ces effets quand ils font des scanners, des scintigraphies, parce qu'on est en plein dedans. Oui. Le côté néfaste. Alors. Parce que les scintigraphies pulmonaires ou cardiaques, je ne sais, vous vous rendez compte, on vous achète. Il y a un autre lobby dont on parle moins, c'est le lobby des médecins.
pas de la pharmacie, je parle des médecins, qui utilisent, eux aussi, des rayonnements ionisants. Monsieur Orango fait partie de ces gens-là. Les médecins, la réglementation sur l'usage des rayonnements en médecine, je vais vous dire qu'elle est vraiment très très mal appliquée, pour ne pas dire pas appliquée du tout. Qu'est-ce que dit la réglementation? Je dis bien la loi française. Et ça, si vous ne me croyez pas, allez dans le Code de la santé publique, qui est un jaune et rouge, à la rubrique R comme radiation, R 1333, alinéa 1, 2, 3, 4, 5, etc. Il y a une dizaine de pages où vous avez la réglementation sur les radioproductions. Et là, qu'est-ce qu'il est écrit? Il y a une limite pour les personnes du public à ne pas dépasser de 1 millisievert par an. En plus de la radioactivité naturelle, etc., et de la radioactivité naturelle. Mais la médecine n'est pas dedans. Elle est aussi exclue des 1 millisievert par an. Les 1 millisievert par an, ça ne concerne que les activités humaines, entre guillemets, autres que médecine, que la médecine. Les médecins ne sont pas soumis à ce cadre juridique des 1 millisievert. On va dire, c'est choquant. Alors, eux, ils ont obtenu qu'il n'y ait aucun contrôle, aucune réserve sur leur choix thérapeutique en médecine. Un médecin ne rend compte à personne. L'autorité de sûreté nucléaire n'ira jamais intervenir dans un cabinet médical pour dire au médecin, écoutez, là, vous prescrivez quand même beaucoup d'examens. Hein. Il faut peut-être voir si vous respectez l'esprit de la radioprotection. Certes, la loi, c'est, vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Mais l'esprit de la radioprotection, c'est quoi? C'est de dire que toute dose de radiation doit être justifiée. Justifiée, ça. Il ne doit pas y avoir de dose dite gratuite. Alors ça, c'est appliqué en médecine, ça veut dire que votre médecin vous dit, ah ben tiens, on ferait bien un petit scanner. La réaction du patient devrait être immédiatement de dire, est-ce que c'est justifié? Est-ce que vous pensez que c'est indispensable de le faire? Est-ce que c'est réellement utile dans mon cas personnel? Si le médecin vous dit, absolument, madame, vous avez un risque grave, et moi, dans ces cas-là, je n'hésite pas, je vous fais faire un scanner. Ok, je ne discute pas. C'est justifié. Mais il doit respecter un deuxième principe, qui est l'optimisation. C'est-à-dire, vous devez passer un examen, ok, c'est justifié. Mais vous avez le choix entre une échographie, une IRM, un scanner, une radiographie, un panoramique. Vous avez, supposons qu'il y ait le choix. Ce que dit la réglementation, c'est qu'on va devoir choisir l'examen le moins irradiant. En général, c'est la radiographie. Mais une échographie peut très bien fonctionner parfois, et une IRM n'est absolument pas irradiante. Donc,